Bonjour à tous. Merci d'être venus écouter ce débat, cette table ronde de 45 minutes. Peut-être certains d'entre vous n'étaient pas là ce matin, donc je vous souhaite la bienvenue sur cette première édition du Forum de la transition écologique des entreprises organisé par Alcyon Sud. On est parti donc ensemble pour 45 minutes sur le thème « Quelles énergies demain ? L'hydrogène, clé de la décarbonation ». C'est une affirmation dans le titre, mais c'est quand même ce qu'on va interroger, cet hydrogène dont on entend parler. Il s'agira de comprendre un petit peu, de vous donner de la ressource, des clés pour mieux comprendre, en tout cas, les discussions qui sont menées aujourd'hui sur l'hydrogène. Alors, je vous présente nos 4 débatteurs. On va commencer par Stéphanie Lemaître. Vous la reconnaîtrez, c'est le quota féminin de notre panel. Stéphanie Lemaître n'est pas qu'une femme, c'est aussi la coordinatrice du pôle transition énergétique à la direction PACA de l'ADEME. Vous savez, l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. Bonjour Stéphanie, bienvenue parmi nous. Merci d'être venue. Votre micro est bien allumé, on va s'en assurer. C'est tout bon. Donnez-le moi, je vais vous l'allumer. On est accompagné... Merci beaucoup pour votre galanterie. On est accompagné aussi de Wang Bui. Bonjour Wang Bui. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes coordonnateur de la stratégie nationale hydrogène décarboné et décarbonation de l'industrie au sein du secrétariat général pour l'investissement. Vous êtes rattaché à Madame la Première ministre, c'est bien ça ? Oui, le SGPI, c'est un service du Premier ministre. Bienvenue, merci d'être venu jusqu'à Toulon. Votre présence nous honore. On est aussi avec Jean-Christophe Barbagelata, vous êtes directeur adjoint des opérations portuaires à la CCI du Var. Et à côté de moi, je vous présente Ludovic Parisot, directeur régional Engie PACA Corse. Les présentations sont faites. Merci à tous d'avoir accepté l'invitation d'Alcyon Sud pour parler de l'hydrogène. Vous êtes 4 spécialistes de l'hydrogène, donc on attend de vous aussi que vous nous expliquiez un peu de quoi il s'agit. Et je pense qu'on peut donner à Wang Bui la primeur de l'explication. En fait, on a besoin de savoir de quoi on parle quand on parle d'hydrogène, de décarbonation. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point de définition sur ce thème ? Alors, l'hydrogène, ce n'est pas une molécule nouvelle, puisqu'on l'utilise déjà en France dans l'industrie. On estime qu'on utilise un peu moins de 900 kilotonnes aujourd'hui d'hydrogène par an en France, dans l'industrie. Alors, cet hydrogène est produit à 95% à partir donc de fossiles, de ressources fossiles, notamment beaucoup de gaz naturel. C'est-à-dire qu'on prend la molécule de gaz naturel, on la craque par vapoformage, et pour 1 kg d'hydrogène produit, on émet 10 kg de CO2 dans l'air. C'est ça le problème. Donc, on peut décarboner, entre guillemets, cet hydrogène dont a besoin l'industrie, notamment par un procédé qui s'appelle l'électrolyse de l'eau. C'est-à-dire qu'on prend de l'électricité décarbonée. En France, on a la chance d'y disposer d'un réseau électrique qui est déjà décarboné, c'est quand même une spécificité française, par du nucléaire, par des énergies renouvelables. Et donc, grâce à cette électricité décarbonée, on va pouvoir produire de l'hydrogène décarboné par électrolyse de l'eau. Donc, ça veut dire qu'on peut décarboner les usages industriels existants en substituant l'hydrogène fossile, enfin l'hydrogène gris, produit à partir de gaz naturel par de l'hydrogène décarboné. Donc ça, c'est un moyen de substitution. Il faut bien comprendre aussi, c'est qu'il y a d'autres usages aussi, effectivement, de l'hydrogène. Par exemple, si vous prenez la sidérurgie, vous prenez ArcelorMittal à Dunkerque, par exemple, aujourd'hui, pour faire la réduction des métaux, c'est-à-dire pour enlever la rouille, entre guillemets, du minerai de fer, on utilise du charbon, on utilise des molécules, effectivement, à base de charbon. Donc, on émet du CO2 dans l'atmosphère. Dans l'avenir, et c'est un des gros projets IPCEI qu'ArcelorMittal a déposé pour obtenir effectivement l'aide de l'État, Arcelor compte utiliser effectivement la molécule d'hydrogène. C'est-à-dire l'hydrogène va capter la molécule d'oxygène et on va émettre de l'eau dans l'air. Voilà. Donc c'est des nouveaux usages qui peuvent permettre aussi de décarboner l'industrie existante. Et enfin, il y a encore un 3e usage qui est celui de la mobilité lourde. Alors pourquoi la mobilité lourde ? Parce que la mobilité légère, on a déjà la batterie, notamment les véhicules électriques à batterie existent donc et c'est des solutions pertinentes pour des véhicules légers, mais pour des véhicules lourds, des camions, des bus, des cars, voire même des bateaux, des trains, on ne peut pas mettre de la batterie parce que pour les cas d'usage en question, la batterie c'est trop lourd et il n'y a pas la densité énergétique nécessaire. Et dans ce cas, l'hydrogène
peut être un moyen de décarboner, entre guillemets, cette mobilité lourde. Dans le débat actuel, on entend parler donc d'hydrogène gris, vous en parliez, d'hydrogène vert. Vous préférez parler d'hydrogène décarboné parce que vert, il ne l'est pas encore complètement. Il faudra toujours avoir un apport d'énergie. Quand vous parlez d'électrolyse, ça a l'air bête comme chou comme ça. L'eau, c'est de l'H2O. On va aller chercher l'H de l'H2O pour obtenir donc l'hydrogène, mais il va falloir de l'énergie. Ça me permet aussi peut-être, si jamais c'est nécessaire de le dire, l'hydrogène, ce n'est pas une énergie en soi. C'est une molécule qui permet d'être vecteur d'énergie, d'être réserve d'énergie. Ce n'est pas une énergie comme on connaît aujourd'hui, je sais pas, les énergies fossiles qu'on a dans notre quotidien. Peut-être c'est une précision qui est nécessaire de faire. Est-ce que vous l'expliquez comme ça, vous? Comment vous la définissez? Alors, je l'explique comme ça, c'est-à-dire de dire que l'hydrogène, c'est une molécule qu'on ne trouve pas facilement dans la nature. L'hydrogène n'existe pas dans la nature. Alors, en fait, il y a des travaux de R&D où on va regarder ce qu'on appelle l'hydrogène natif, l'hydrogène naturel, parce qu'il semblerait que dans quelques endroits, on a des mines, entre guillemets, comme des mines d'hydrocarbures, on aurait des mines d'hydrogène naturel. Bon, mais ça, c'est quand même pour demain, c'est pas pour maintenant. Et on ne sait pas en quelle quantité. Par contre, l'hydrogène se fabrique. Elle se fabrique à partir d'autres énergies. Donc elle se fabrique à partir de gaz naturel, elle se fabrique à partir d'électricité. Et suivant que cette électricité est décarbonée ou non, on a un hydrogène qui est décarboné ou non. La France préfère parler d'hydrogène décarboné. Pour être clair, il y a un débat en Europe sur est-ce qu'on doit faire de l'hydrogène uniquement avec des énergies renouvelables. Sous-entendu, le nucléaire ne fait pas partie des énergies renouvelables. Et il y a un grand débat entre un certain nombre de pays européens qui sont pro ou anti-nucléaires. Donc voilà, l'hydrogène vert, dans la compréhension de ces pays européens, c'est un hydrogène produit à partir d'énergies renouvelables. Mais la France, elle insiste sur la notion d'hydrogène décarboné, parce que, pour être clair, c'est même un hydrogène produit à partir d'éoliens offshore ou de PV, panneaux photovoltaïques. Quand vous regardez le bilan carbone global, il n'est pas neutre. C'est-à-dire qu'il faut de l'énergie, il faut émettre du CO2 pour faire des panneaux PV, comme il faut du CO2 pour produire des éoliennes. Donc la France préfère regarder le contenu carbone, finalement, de l'hydrogène produit, ce qui est une définition scientifique plus rigoureuse, plutôt que d'avoir des concepts genre le renouvelable contre le nucléaire. Voilà. Stéphanie Lemaître, vous êtes à l'ADEME, vous accompagnez des projets, vous financez des projets avec de l'hydrogène, mais on a tort de penser que l'hydrogène, c'est la clé absolue, la recette miracle à tous nos problèmes, puisqu'en fait, vous, à l'ADEME, vous regardez de près la pertinence entre un projet qui vous est proposé et donc la pertinence d'utiliser de l'hydrogène dans ce projet-là. Comment vous arbitrez vos accompagnements ou vos financements? Quels sont les paramètres que vous observez? Et oui, c'est ça. En fait, il n'y a pas de solution miracle, en fait. Même quand on c'est une mauvaise nouvelle, Stéphanie, vous nous annoncez là déjà. Chaque solution, même quand on produit de l'énergie renouvelable, a un impact. Et donc l'idée est de regarder pour avoir le moins d'impact possible. Donc on va regarder localement les besoins, les ressources présentes sur un territoire, les consommations au plus près du territoire. En même temps, ça générera de l'activité locale, des emplois locaux. C'est un cercle vertueux. Mais en aucun cas, l'hydrogène est la solution miracle. Mais quand même, pour en revenir sur la thématique d'aujourd'hui, c'est vrai que depuis 2010, on lance des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt pour tester des nouvelles technologies, des démonstrateurs, des expérimentations. Et quels sont les enseignements? Clairement, l'hydrogène, ce vecteur, a une place dans la transition énergétique, donc pour décarboner l'industrie, pour décarboner la mobilité, et aussi dans le moyen terme pour stocker, notamment quand on aura plus d'énergie renouvelable dans nos réseaux électriques. Vecteur, vous dites vecteur d'énergie, stockage d'énergie, ça c'est intéressant pour ça. Donc vous trouvez que c'est pertinent quand on parle de mobilité lourde? C'est quoi la mobilité lourde? Voilà, comme l'a expliqué, donc c'est vraiment tout ce qui est poids lourd, bus, bennes, ordures ménagères, navettes maritimes, voilà, des équipements routiers ou maritimes ou fluviaux dans lesquels on ne peut pas installer de batterie électrique. Là, c'est pertinent d'utiliser de l'hydrogène. C'est ce qui a le moins d'impact aujourd'hui dans ce que vous avez pu observer. C'est ça.
Justement, je pense que la CCI du Var, vous occupez des ports de notre rade. Je pense que vous avez aussi saisi l'opportunité que représentait l'hydrogène. Quand est-ce que c'est rentré dans le scope de la CCI du Var, cet hydrogène ? Effectivement, l'hydrogène est rentré par les ports à la CCI du Var, puisque le transport maritime a un besoin important de se décarboner. Et dans tout le panel de solutions, parce que l'hydrogène, on l'a dit, n'est qu'une des solutions, il est apparu que le port de Toulon devait se positionner là-dessus. Donc on a lancé différents projets, mais un projet seul de consommation d'hydrogène pour l'usage maritime, il faut aussi des sites de production. Et c'est là qu'est partie l'idée d'accompagner les entreprises du Var pour créer un écosystème où l'on retrouvera toutes les pièces nécessaires à produire l'hydrogène, le transporter sur nos réseaux routiers et ensuite les consommateurs qui font que cet écosystème il est viable. Et c'est là que l'ADEME justement nous a accompagnés et tous les participants au projet pour créer l'écosystème Innovar. Vous le dites souvent dans vos interventions, on est dans une transition et on est dans une transformation collective. En fait, il ne suffit pas d'implémenter une solution qui est l'hydrogène. En réalité, pour que la transformation se fasse, il faut des gens qui sont formés pour l'utiliser. Il faut aussi des usagers qui l'utilisent, qui le choisissent. C'est votre vision, c'est qu'il faut créer des écosystèmes autour de cet hydrogène. Oui, effectivement, créer un écosystème, lorsque le projet a commencé, c'était il y a à peu près 7 ans. La première question, c'est l'hydrogène, c'est dangereux, comment on peut en stocker, comment on va faire. Et donc il y a eu un très gros effort d'accompagnement des entreprises et des collectivités pour leur expliquer de quoi il s'agissait. Et face à ce constat de nécessité de sensibilisation d'information, on a décidé de lancer une formation sur la filière hydrogène, dont les premiers modules s'adressent aux décideurs pour leur expliquer, qu'ils soient entreprises ou collectivités, leur expliquer quel est l'hydrogène, quels sont les enjeux, en quoi c'est une solution, et puis que finalement il n'y a pas de risque et que la réglementation, il y a des solutions qui peuvent être trouvées. Et par la suite, on développe d'autres modules pour accompagner les entreprises qui se lancent dans le projet hydrogène sur les infrastructures, sur la réglementation, mais là d'une façon plus détaillée, jusqu'à, pour le sujet de la mobilité, former des chauffeurs, former des mécaniciens sur circuit, leur montrer comment ils vont pouvoir entretenir leur flotte de véhicules, de camions ou de bus. Oui, il y a toute une démarche pédagogique quasiment. Aujourd'hui, on est à ce chapitre-là de l'histoire. Donc, à la CCI, il y a Cap Pharma, votre organisme de formation qui distille ça. Innovar aussi, vous en parliez, je crois, là, à l'instant. Est-ce que vous pouvez me parler de l'idée de parité fossile ? La parité fossile, peut-être qu'on peut en parler. Quand vous parlez de risque, est-ce que vous parlez de risque de compétitivité aussi ou simplement de risque avec l'usage de cette nouvelle ressource ? Oui, sur les ports, pour exemple, on a dû lancer 2 projets. Lorsque les navires arrivent dans le port, ça émet, même lorsqu'ils restent à quai. Et s'ils restent plusieurs jours, ils continuent à faire tourner leur groupe électrogène. Et on devait trouver une solution pour les brancher. Donc soit on équipait tous les quais de multiples bornes pour les brancher, soit c'est la solution qu'on a retenue, de s'équiper d'un groupe électrogène à hydrogène. Le projet est en cours, là, et avec un financement de la région aussi, qui nous soutient, pour brancher les navires lorsqu'ils sont à quai et pouvoir se déplacer ce groupe d'un quai à l'autre sans faire des investissements qui seraient pharaoniques. Ça, c'est un projet qui est mené avec l'ADEME, je crois, qui est mené l'Engie. avec la région. Et par ailleurs, on a un deuxième projet qui, là, s'adresse aussi à de la mobilité lourde avec Engie, porté par Engie et la Chambre de commerce, pour fournir du carburant, cette fois, de l'hydrogène, aussi bien à des navires qui seraient navigueraient dans la rade de Toulon ou à proximité, que de la mobilité terrestre avec des bus de la métropole ou autres, des camions. Donc une station mixte qui justifie aussi son intérêt du fait qu'elle permet d'alimenter aussi bien le volet maritime que le volet terrestre. Merci beaucoup. On a la chance d'être avec un de vos partenaires, Engie PACA Corse, qui est à mes côtés, Ludovic Parizeau. Quand on a préparé cet échange, on s'est eu au téléphone et Ludovic Parizeau est passionné et m'a dit « Mais ne vous inquiétez pas, il y a de l'espoir, il se passe plein de choses sur notre territoire. J'aimerais bien que vous donniez cette même sensation à notre audience aujourd'hui et que vous leur insuffliez de l'espoir parce que vous menez avec plein de partenaires, vous l'avez tous dit, en fait c'est un travail collectif, c'est-à-dire que ça ne se mène jamais seul, vous êtes toujours plusieurs partenaires à mener le projet, mais il y a des choses très intéressantes qui se passent aujourd'hui et maintenant, notamment pas très loin de chez nous, à Fos. Racontez-nous ces projets qui sont en cours et en quoi ils sont très très prometteurs.
Alors, merci de me donner la parole. Donc, en fait, les gaz à effet de serre, ils sont répartis en 3 grands volets. Hein. On le sait. Et en fait, nous, on travaille plus particulièrement sur la zone de Fos, sur la partie industrie. Bien sûr, il y a le travail qui est fait avec la CCI du Var et le port, hein, mais sur des projets extrêmement conséquents en termes d'investissement et d'impact CO2, en tout cas lutte contre les CO2. Il y a le projet en effet Massilia que nous développons avec notre partenaire Total Energy, hein, qui vise à produire en fait de l'hydrogène vert pour décarboner la production de la zone de la raffinerie La Mède. Donc c'est un investissement de 220 millions d'euros avec des participations dont on attend la validation au niveau étatique, hein, bien évidemment. Deuxième sujet important pour nous également sur lequel on est en train de pousser fort, donc c'est le sujet Phocéane. Phocéane, c'est quoi en fait? C'est la captation de CO2 sur un incinérateur qui est basé dans la zone de Fos, hein, chez Véret. C'est 350 000 tonnes de CO2 par an qui sont dégagées avec le brûlage des déchets. Et l'idée, c'est de récupérer ces CO2 biogéniques, puisque c'est une obligation en termes de captation, en tout cas en termes de valorisation vu de l'Europe, et de le remixer avec de l'hydrogène qui serait issu de la brique de production sur Massilia. Donc on voit bien une économie circulaire qui se met en place. Tout ça va reproduire du gaz naturel, mais qui ne sera pas importé sur le territoire, mais qui sera le fruit d'une récupération et d'une revalorisation, et qui va permettre de souter 70% de la flotte des bateaux de CMA-CGM, hein, donc les bateaux qui passent au gaz naturel, permet d'avoir une éviction du fuel. Une partie déjà non négligeable des bateaux de CMA sont au gaz et on va pouvoir les sourcer. Un autre gros projet également, donc là, Phocéane, on estime l'investissement à 700 millions d'euros, donc c'est extrêmement important aussi. Un autre projet, c'est iGreen Provence, donc, qui est à Manosque. Et là, on a un projet, je vais vous donner des échéances hein, pour être très concret. Massilia, c'est 2026. Phocéane, si on arrive à le sortir comme on le souhaite, c'est 2027-2028. Et le projet iGreen Provence, on est sur 2 étapes, 2028 et 2030. À Manosque, ce qu'on souhaite faire, on a déjà commencé les tests, hein, c'est du stockage hydrogène en cavité saline, qui va permettre en fait de connecter cet hydrogène stocké vers les usines qui vont utiliser l'hydrogène sur la zone de Fos. Donc il y a un projet de tuyau de 100 km qui va être tiré entre la zone du port, Fos-sur-Mer et Manosque. Et ce tuyau à terme fera partie du projet intermède qui va remonter en fait, puisqu'il va partir de Barcelone, hein, ce qu'on appelait Barmar, hein, le projet Barcelone-Marseille, qui va partir de l'Espagne voire du Portugal, qui va remonter sur l'Allemagne puisque ça a été validé il y a peu de temps. Et donc en fait on est en train de prépositionner une future brique du grand circuit hydrogène français européen à travers la création de la cavité saline qui va être basée à Manosque. Donc on a bien tout un système global et cette cavité elle est importante parce qu'il y a déjà il y a quelques cavités de gaz qui tournent. Hein. On a plus d'un tiers des réserves des Françaises de gaz naturel qui sont actuellement stockées à Manosque et on aura les réserves hydrogène de la France et de l'Europe à terme. Donc on est sur un système qui va s'équilibrer et qui va assurer aussi une continuité de service. Et tout ça, c'est avant 2030. Il se passe des choses et c'est maintenant. Hoang Bui, à l'échelle nationale, est-ce que c'est une ressource sur laquelle on investit, en laquelle on croit? On a le sentiment que oui, il y a quand même des projets avec un investissement d'ampleur qui s'organisent. Mais est-ce que c'est une volonté aussi de notre pays d'investir sur l'hydrogène? Alors, je pense que l'hydrogène, c'est vraiment un sujet intéressant. Parce que comme l'ADEME le dit et comme je le dis, on dit que l'hydrogène, c'est pas la solution à tout, mais c'est un levier important pour décarboner l'industrie, la mobilité. Et après, quand on regarde l'hydrogène, où se trouve l'hydrogène et combien on en consomme et qu'est-ce que ça implique en termes économiques, et là, en fait, on voit des masses quand même colossales. Voilà, donc on voit des montants, des volumes importants. La stratégie française de l'hydrogène décarboné en France, elle vise à développer, par exemple, en 2030, des capacités installées d'électrolyse de l'eau de 6,5 gigawatts en 2030. Alors, 6,5 gigawatts, je ne sais pas si vous, comme ordre de grandeur, c'est 8, 9, 10 tranches nucléaires. Donc c'est une quantité. Alors évidemment, ça peut être aussi des énergies renouvelables, hein, ça peut être du PV, ça peut être l'éolien, hein, c'est un ordre de grandeur. Donc ça veut dire que c'est très important. La France, et un autre exemple, on a investi donc fin 2022, ça a été annoncé par le Premier ministre, les 10 premiers projets de gigafactory d'équipement hydrogène. C'est des réservoirs, c'est des piles à combustible, c'est des trains d'Alstom, c'est des matériaux. L'État a investi 2,1 milliards d'euros dans ces gigafactories. Ça a permis d'accompagner un investissement privé de l'ordre de 3,2 milliards. C'est-à-dire qu'en tout, ça fait plus de 5 milliards d'investissements en France. Ça va créer 5200 emplois directs
directs dans ces usines. Et donc, voilà, donc c'est des enjeux de réindustrialisation importants. Donc la France a une ambition forte sur l'hydrogène. Elle a été fixée par le président de la République, qui est que la France soit un des leaders de l'hydrogène décarboné au niveau mondial. Et pour ce faire, un budget d'accompagnement de l'État qui s'élève à 8,7 milliards, qui est quand même des montants faramineux. Et en même temps, on investit très vite dans les entreprises, donc voilà. Donc un tiers à peu près de ce montant est déjà investi. Il est investi dans les gigafactories, comme je viens de vous dire, pour produire les équipements dont on a besoin. Il va être investi dans les écosystèmes territoriaux d'hydrogène, c'est ce qu'on vient de se dire, qui permet de créer des projets au niveau des territoires, de production, de distribution, pour des usages de mobilité lourde ou de l'industrie. Et ça permet de mettre la main à la pâte et en même temps de commencer à créer peut-être des réseaux d'infrastructures de rechargement à hydrogène. On va mettre 4,2 milliards dans un dispositif qui va soutenir la production d'hydrogène décarboné, parce que l'hydrogène décarboné a toutes les vertus, mais c'est encore très cher. Donc c'est peut-être 4, 5 fois, 6 fois plus cher que l'hydrogène produit à partir de gaz naturel. Donc pour que ce marché et pour que les producteurs d'hydrogène décarboné puissent vivre, entre guillemets, cette production d'hydrogène, l'État va compenser le surcoût de l'hydrogène décarboné par rapport au prix de l'hydrogène carboné. Et ça, c'est un dispositif d'appel d'offres, soutien par complément de tarif pour la production d'hydrogène décarboné. Donc voilà, un bouquet de dispositifs. Alors je ne vous parle pas des aides à la R&D, à l'innovation, puisque on regarde les moteurs à combustion à hydrogène, on regarde des projets de méthanation, voilà, donc monsieur évoquait, on regarde des projets de production d'e-fuel, donc on regarde tout. Et j'oublie aussi effectivement le sujet compétences et formation que vous avez souligné, puisque c'est quand même un nouveau monde. On prévoit que d'ici 2030, l'hydrogène va pouvoir créer jusqu'à 100 000 emplois. Alors, le chiffre bas, c'est 50 000 emplois, au moins. Et le chiffre haut, c'est 100 000. Et les 50 000 emplois, quand on regarde un peu le tendanciel de ce qui est fait, oui, on atteindra au moins 50 000 emplois. Et donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de dispositifs de formation ou d'adaptation de formation pour ajouter les problématiques de sécurité, pour rajouter les sujets comme la pile à combustible, etc. Donc il y a beaucoup d'adaptations des formations existantes pour pouvoir intégrer l'hydrogène, entre guillemets, dans le cursus. Dans les échanges ce matin, on parlait de décarbonation et les intervenants soulignaient l'importance de réimplanter de l'industrie sur le territoire, de réindustrialiser. C'est aussi un des axes forts du président Macron. Est-ce que cet hydrogène, puisque vous le disiez bien, c'est intéressant pour de l'industrie et c'est intéressant pour de la mobilité lourde, est-ce que l'idée d'investir sur l'hydrogène, c'est investir sur la réindustrialisation de la France, recréer des unités de production sur le territoire? Est-ce que ça va ensemble ou est-ce que c'est décorrélé? Ça va clairement en France, ça va ensemble, donc, et ça va en France. Donc c'est un lapsus révélateur. Donc par exemple, Forestia, c'est de nouvelles lignes de production de réservoirs. Plastic Omnium aussi, les usines étant en construction pas loin de leur centre de R&D dans le Nord. Vous avez Genvia à Béziers, c'est aussi une nouvelle ligne de production d'hydrogène décarboné, donc une nouvelle usine qui se construit. Bref, McPhy, c'est pareil, et John Cockerill, donc des producteurs d'électrolyseurs. Donc voilà, les 10 premières gigafactories, je vous citais le chiffre de 5,3 milliards d'investissements en tout, la plupart du temps, c'est des nouvelles usines qui n'existaient pas auparavant. Donc c'est vraiment, il y a un enjeu de réindustrialisation sur une molécule qu'on utilisait déjà, mais qui prend une ampleur nouvelle, entre guillemets, et qui met en branle tout un écosystème d'innovation, d'industrialisation, de production massive d'hydrogène, donc des enjeux énergie, des enjeux de stockage, des enjeux voire même d'infrastructure. Donc bref, c'est tout ça qui va apporter une réindustrialisation très importante en France. Merci. Jean-Christophe Barbagella, est-ce qu'on peut rêver un jour de naviguer en Méditerranée à l'hydrogène, de se déplacer en bateau à l'hydrogène? Est-ce que c'est un horizon qui est envisageable je pense qu'on peut y rêver. On peut y rêver, mais peut-être pas le voir. Je pense qu'on peut imaginer à court terme pouvoir naviguer sur la côte
avec des navires d'une taille raisonnable de 50-100 passagers. Ça existe déjà, donc on peut très bien imaginer le faire. Maintenant, rêver sur traverser la Méditerranée sur des ferries ou sur des bateaux de croisière à l'hydrogène, ça on le rêve plus, mais il y a déjà des premiers bateaux qui sont imaginés par les armateurs, donc on a tout à fait le droit de le rêver. Vous nous invitez à rêver, surtout. Ça, c'est gratuit. C'est ça. Mais naviguer au sein de la rade de Toulon ou sur la côte, ça c'est faisable dès aujourd'hui. Bon, c'est quand même rassurant. Stéphanie Lemaître, à l'ADEME, vous avez souvent prôné le mix énergétique, c'est-à-dire qu'en plus de mêler les acteurs, vous dites aussi il faut mélanger les sources d'énergie, les vecteurs d'énergie, etc. Il y a 1000 solutions. Toutefois, vous appelez aussi souvent à réfléchir aux besoins premiers, peut-être à réfléchir à ne pas avoir les mêmes utilisations qu'hier en adaptant des sources d'énergie nouvelles, à repenser tous ces usages. Est-ce que c'est une vision que vous partagez? Est-ce que c'est ce que vous avez envie de partager ici aujourd'hui, l'idée qu'il faut aussi penser aux besoins premiers? Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on a élaboré un travail de prospective qui s'appelle Transition 2050. On a élaboré 4 scénarios différents, on va dire, d'organisation de la société. Du scénario le plus frugal, le plus rustique, au plus technologique. Chacun de ces scénarios arrive tout de même à la neutralité carbone en 2050. Mais un point clé de chacun des scénarios, qui est dans chaque scénario, c'est clairement la sobriété et l'efficacité énergétique. Donc il faut s'interroger en amont sur nos besoins, les redimensionner au mieux pour faire de la sobriété avant de penser à développer de nouveaux modes d'énergie qui soient quand même moins carbonés. Est-ce que ça veut dire que les 4 longs courriers dans la vie, ça va peut-être être la réalité d'un certain nombre d'entre nous, se dire qu'on va moins voyager, moins prendre sa voiture, tout changer? Est-ce que c'est clairement des sujets qui se posent aujourd'hui? Ah bah oui. Et puis c'est vrai que par exemple pour la mobilité, d'abord on va utiliser les pieds, le vélo, le transport collectif, réduire le nombre de voitures et après passer au bus hydrogène pour les longues distances. Voilà, c'est exactement ce cheminement qu'il faut faire pour chacune de nos activités. Du côté d'Engie, c'est quand même une transformation. Alors, c'est pas nouveau ces sujets pour Engie, c'est des sujets sur lesquels vous travaillez depuis un moment, heureusement. C'est peut-être pour l'acteur que vous représentez que la transformation, elle est importante. Ça semble fou, cette petite molécule, ce petit H qui est dans l'eau, qui est partout, qu'on l'utilise que maintenant, comme c'est le cas aujourd'hui. Ça peut paraître incroyable qu'on n'ait pas eu recours à cet hydrogène plus tôt. Alors, comme ça a été évoqué par Wongui, l'hydrogène, c'est une vieille histoire. On en parlait au 19e siècle. Enfin voilà, il n'y a rien de nouveau. C'est juste que rapidement, le gaz naturel, par le vapoformage, est apparu comme un produit facile à craquer pour extraire l'hydrogène. Et quand on a commencé à développer massivement le vapoformage, la problématique du CO2 était, entre guillemets, inexistante. C'est-à-dire, elle n'était pas, en tout cas, interprétée, ressentie par l'humanité comme une problématique pour son avenir. Parce qu'on n'est pas là pour sauver la planète, on est là pour sauver l'humanité, parce qu'elle survivra. Donc le temps a évolué, les choses se sont faites, les appréciations, on va dire, de l'urgence, voilà, sont apparues et donc il y a la prise en considération et le repositionnement de l'hydrogène, non pas comme la solution ultime, et vous l'avez rappelé, mais comme une brique qui va proposer sur des territoires l'opportunité de décarboner massivement, notamment dans l'industrie, dans la mobilité lourde, est devenue légitime, même si économiquement, ça a été souligné également, ça va prendre du temps. Mais il y a également des ruptures technologiques qui sont en train d'arriver, qui vont modifier les modèles. Aujourd'hui, alors sans trop rentrer dans la technologie, mais aujourd'hui, on va dire le rendement d'une technologie pour faire de l'électrolyse, c'est entre 45-48%. On est sur des technologies dites PEM. Demain, il y a des technologies qui arrivent notamment portées par le CEA sur l'électrolyse haute température, où là, en fait, on va faire du craquage à presque
92-95% de rentabilité sur les process. Donc si on a une observation linéaire, c'est compliqué, ça va être long. Si on a une observation par la rupture technologique, et je pense qu'on est sur quelque chose d'assez sérieux dans les années à venir, on aura une véritable accélération. Parler de parité fossile, hein. La parité fossile, c'est le coût complet d'utilisation kilomètre pour un véhicule, ramené au coût complet pour un véhicule électrique ou un véhicule hydrogène. Eh bien, je pense que cette parité, avec des ruptures technologiques, avec le soutien de l'État et la maturité également du marché, et le prix de la tonne de carbone, qui, je pense, va être un élément décisif pour l'ensemble de l'industrie, l'ensemble des utilisateurs. Aujourd'hui, il doit être autour de 100, 110 euros. Hein. Il y a une cible à 150, voire 200 euros. Donc, quand vous paierez 200 euros la tonne de carbone générée quand vous êtes une entreprise, vous allez réfléchir. Et d'ailleurs, ça pose même une question sur la pérennité des entreprises. J'en parlais tout à l'heure, quand vous achetez un appartement aujourd'hui, vous avez un bilan carbone, vous avez un bilan d'énergie, vous avez un bilan amiante, etc., etc. Demain, quand vous revendrez votre boîte ou quand vous la passerez à vos enfants, parce que c'est généralement comme ça que les entreprises évoluent quand elles survivent, eh bien, vous aurez une étiquette carbone, en tout cas, c'est une conviction personnelle, et si votre boîte, elle génère X milliers de tonnes de carbone par an de par son activité, eh bien, le repreneur ou le racheteur ou votre héritier va se gratter la tête avant d'engager. Et donc, je pense qu'il y a un vrai sujet dès à présent pour les entreprises, parce qu'on est avec les entreprises aujourd'hui, de réfléchir, de provisionner des investissements qui vont permettre justement de rendre viable dans le temps la valeur économique de leur entreprise, quoi. Ça, c'est un des enjeux. C'est pour ça on évoquait, quand vous évoquiez les usagers, nous, les usagers, alors c'est vrai que l'hydrogène, ça concerne moins le particulier, compte tenu des sujets sur lesquels il est pertinent. Mais c'est un sujet, le prix de ces énergies qui rentrent dans notre quotidien, de ces ressources qui rentrent dans notre quotidien. Aujourd'hui, on n'est pas capable encore de percevoir l'absence de risque de perte de compétitivité pour une entreprise. C'est très coûteux, les investissements sont coûteux. Est-ce que, par exemple, le fait que les gens se saisissent de cette solution, qui est plus d'usagers, ça va avoir un effet de demande qui est intéressant pour le prix de l'hydrogène, par exemple, admettons. Est-ce qu'il faut justement faire monter le prix du coût, du poids carbone? Quels sont les leviers dont on dispose aujourd'hui qui sont crédibles, qui sont envisageables? Ce que je peux dire, c'est que la pression ne va faire que monter. C'est ce qu'on évoquait avec la pression sur les CO2, entreprises. la pression sur les entreprises. Donc, par anticipation, il est nécessaire de lancer les projets avant d'être au pied du mur. Et par contre, étant au début de ces projets, c'est nécessaire d'être accompagné financièrement, aussi bien sur les investissements que sur les opérations, et de regrouper plusieurs acteurs pour arriver à faire baisser les coûts, notamment de production, avec les effets volumes. C'est les objectifs des écosystèmes aussi, peut-être un prix raisonnable pour le fonctionnement. Il faut trouver le prix juste aujourd'hui. C'est vrai que, vous le disiez, c'est un peu un nouveau monde, même si ça fait des années que vos entités planchent sur le sujet, c'est un peu un nouveau monde. À l'ADEME, vous accompagnez, vous faites des appels à projets, vous accompagnez des projets. Peut-être que les personnes qui sont dans l'audience ont des TPE, des PME, il n'y a peut-être pas beaucoup de grands groupes qui mènent des grands projets, et pourtant tout le monde peut être partie prenante de cet appel à projet. Mais oui, parce qu'en fait, on a 2 appels à projets que nous venons de relancer là, cette année. Un appel à projet qui a de l'innovation, qui s'appelle Briques technologiques et démonstrateurs, où là l'idée c'est de développer et améliorer les composants de la production, de la distribution ou des usages de l'hydrogène. Là, on a très souvent des PME qui candidatent. Il est doté de 250 millions d'euros, donc c'est pas rien. Et l'autre appel à projet, c'est l'appel à projet écosystème territoriaux hydrogène, où là, on va vraiment aider toute la filière, la production, la distribution et les usages locaux sécurisés. Et là aussi, il peut y avoir de la place pour les entreprises et les petites entreprises également. Là, cet appel à projet, il vient d'être relancé. Il est doté à 175 millions d'euros. On a besoin de quoi, justement? Quelles sont les ressources recherchées dans ces appels à projets? Alors, il faut penser du début à la fin. On a besoin d'un énergéticien pour la production d'hydrogène, de stations-service pour distribuer l'hydrogène et d'aller chercher les usages pertinents. Et c'est là qu'on s'aperçoit. Nous, en tout cas, là, par exemple, pour un bus qui va transporter des usagers, donc là, on touche l'usager aussi. L'aide de l'ADEME, elle est là pour que, au final, l'usager paye son ticket, enfin, au même prix que nos bus actuels. L'aide de l'ADEME est là aussi pour ça.
Il va y avoir aussi des discussions à l'avenir sur l'approvisionnement. Est-ce que les gigafactories dont vous parliez, elles vont aller combler tous nos besoins? Est-ce qu'il va falloir importer pour réduire les coûts? Ça va se poser ces questions-là dans un avenir proche. Alors, j'inscris le sujet finalement dans un sujet plus général, mais que l'ADEME a abordé, qui est le sujet finalement des ressources nécessaires pour faire cette transition climatique et énergétique. Donc, on sait qu'on a des ressources tendues en termes d'électricité. Donc, il faut produire plus d'énergie renouvelable, avoir des nouvelles centrales nucléaires, parce que finalement, la décarbonation de l'industrie consomme énormément d'électricité. L'électricité, ce n'est pas seulement que pour l'hydrogène, c'est aussi pour la décarbonation directement des usages, de la mobilité, de l'électricité. Bon, voilà, donc il y a un bouclage en termes d'usage. Donc on va être confronté effectivement forcément à des questions peut-être d'échanges énergétiques mondiaux. Par exemple, si vous prenez un pays comme l'Allemagne, il n'a pas suffisamment d'électricité pour produire tout l'hydrogène dont il a besoin. Donc l'Allemagne va devoir importer peut-être les 3/4 de son hydrogène de l'étranger. Et sous forme d'ammoniac. C'est un peu l'hydrogène est converti en ammoniac. Et ensuite, l'ammoniac est recassé quand il arrive au port, dans un port d'Europe du Nord, pour refaire de l'hydrogène qui ensuite vont circuler dans les infrastructures, dans les pipes, entre guillemets, allemands. Voilà. Donc forcément, on va avoir des questions d'échange d'énergie, même si la France, je le dis, a cette volonté d'avoir une certaine souveraineté dans sa production d'hydrogène, puisqu'il y a aussi cette notion d'enjeu de souveraineté énergétique. Pour autant, probablement, il y aura des échanges suivant la facilité ou non de tirer des lignes à haute tension dans telle ou telle région, parce qu'il y a peut-être des enjeux environnementaux, parce qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de production électrique. Voilà, donc il y aura ces questions d'infrastructure, d'importation et d'exportation qui vont se poser. On est encore un petit peu tôt pour traiter ce sujet, parce que les usages ne sont pas encore massivement développés, mais c'est des questions qui vont arriver peut-être pour 2030. En tout cas, la question des infrastructures, elle pourrait se poser à partir de 2025. Voilà. Chez Engie, on en est où dans l'hydrogène? Ça représente quoi aujourd'hui en France, de votre côté, ce vecteur-là? Alors aujourd'hui, tous nos projets sont en cours de développement. Avec les cibles de mise en service que j'ai abordées avec vous, 2026, 2028, voire 2030. On est sur des projets massifiés parce que pour des coûts de production, des coûts de mise en œuvre qui sont extrêmement conséquents. On a quelques stations hydrogène sur la France, mais qui servent à alimenter de la mobilité de manière assez ponctuelle et pas industrielle très clairement, mais il fallait amorcer la machine, il fallait essayer. En fait, on imagine le développement avec plusieurs modèles économiques qui vont être adossés. C'est-à-dire, on va avoir une grosse brique industrielle. C'est ce qu'on fait actuellement au Chili, c'est ce qu'on est en train de faire en Australie, ce qu'on fait dans le nord de l'Europe également et en Afrique du Sud. On vient de le mettre en service sur une mine. On va avoir une production massive d'hydrogène pour un premier client qui va garantir un enlèvement d'hydrogène à l'année sur un prix donné. Et à partir de là, en fait, une fois que vous avez votre permis, votre accordement électrique et votre technologie implantée, ça ne coûte pas très cher de rajouter ce qu'on appelle des stacks, c'est-à-dire une capacité complémentaire à la machine à produire. Et finalement, le premier modèle va absorber les coûts fixes importants et vous allez pouvoir développer des modèles connexes. Typiquement, c'est ce qu'on va faire sur Massilia, où il y aura un client principal qui sera Total Energy. Et on va fournir l'hydrogène pour de la mobilité lourde, on va fournir de l'hydrogène pour faire du gaz pour CMA, on va fournir de l'hydrogène pour alimenter des stations dans la région. Voilà typiquement les modèles qui vont être mis en œuvre. Et je vous dis une opérationnalité 2026-2028. Voilà. Ces sujets-là vous passionnez déjà, vous n'êtes pas rentré dans cette entreprise par hasard, mais finalement cette transition nécessaire, elle est venue apporter un peu de sel à votre action. J'ai l'impression que ça vous emporte encore plus que le sujet de départ. J'ai l'impression que vous êtes convaincu. Ça vient challenger la philosophie de l'entreprise. Historiquement, alors je ne vais pas vous faire de l'archéologie énergétique, mais historiquement c'était Gaz de France. Et donc le métier gazier était au cœur de l'activité. Et notamment avec le vote du Fit for 55, donc 55% de gaz à effet de serre en moins en 2030, qui vient d'être voté au niveau européen, ça va modifier complètement notre entreprise, comme d'autres entreprises européennes.
c'est une transformation profonde. Enfin, moi, je pense qu'on ne doit plus parler de transition, mais de révolution énergétique, tellement ça va bouger les fondamentaux historiques de toutes ces entreprises européennes dans le domaine de l'énergie. Et donc oui, ça vient bouleverser, ça vient percuter, changer les cultures, ça vient modifier les modèles économiques et aussi restructurer la façon dont on gère nos organisations, avec un recentrage sur des investissements lourds, long terme, à forte récurrence très clairement, avec des sujets de souveraineté à l'échelle du pays qui seront extrêmement nécessaires et importantes. Ouais. Ouais. Donc on comprend que ça vous passionne. Du côté de la CCI, des ports, vous devenez les gardiens de notre rade et de toute notre face maritime. En fait, le Var est très très riche de ça. Est-ce que ça rajoute une raison d'être à votre action? Parce que là, on a parlé de décarbonation, mais il y a d'autres sujets, le sujet de la biodiversité notamment. Il n'y a pas que baisser les émissions de CO2 qui est un besoin impérieux. Il y a aussi protéger les écosystèmes, le vivant. Très clairement, ça fait partie de votre action? Tous les volets doivent être travaillés. Alors, la décarbonation, c'en est un. Les émissions de soufre et de particules fines en centre-ville, c'en est un aussi. Et puis la préservation de la biodiversité, et voire même au-delà, c'est que les ports s'engagent de plus en plus dans la restauration de la biodiversité pour restaurer les écosystèmes qui, plusieurs centaines d'années, ont disparu sous les quais. Donc un engagement fort et qui donne vraiment du sens à toute l'action sur les ports. J'imagine. Merci en tout cas pour vos interventions. On peut peut-être prendre quelques minutes si vous avez envie d'échanger avec nos intervenants, de poser une question ou de faire une remarque. Je vous invite à lever la main. Je ne vois pas très bien, mais je crois qu'il n'y a pas de questions. Vous pouvez retrouver nos intervenants. Je crois que vous restez encore un petit peu avec nous, sauf vous qui avez un rendez-vous. Vous êtes disponible peut-être ici pour échanger avec des personnes plus particulièrement. Vous représentez aussi des ressources pour les entreprises, donc n'hésitez pas à venir prendre du conseil et des contacts dans votre propre activité. Il y a sûrement quelque chose d'important à faire. Merci à vous. Je vous invite à applaudir nos intervenants brillants, passionnés. Merci.